Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être là. Merci Président Chalandard. Je vais inviter tout de suite les intervenants à la première table ronde à me rejoindre, Madame Monique Cantos-Perber, Stanislas Dehaene et Sébastien Massard, qui vont s'installer donc ici dans l'ordre. En tant que président de l'AGEF, donc l'association des journalistes économiques et financiers, je suis très heureux d'animer ces débats. Nous avons l'AGEF, qui est une des plus anciennes associations de journalistes françaises, a noué un partenariat donc éditorial avec l'Institut de l'entreprise, avec Sociétal, car l'objectif l'un des rôles de l'association est de mettre en contact justement les acteurs économiques avec les journalistes de la presse économique et financière, et tout ça pour structurer le débat économique qui en a bien besoin aujourd'hui en France. On reste évidemment très factuel, hein, il n'y a pas de prise de position, mais je pense que nous avons un rôle très important de construire, voire peut-être reconstruire un certain débat économique et social qui à peine aujourd'hui un petit peu en France. Alors nous allons d'ailleurs appliquer cela à travers nos échanges ce soir, à travers ce thème, mobilité sociale, un enjeu démocratique. Alors tout a été dit par monsieur de Chalandard sur la philosophie générale de ce rendez-vous. Alors dans les détails, nous allons illustrer, vous avez vu le programme à travers 2 tables rondes. La première intitulée « Les conditions nécessaires à l'apprentissage et à l'égalité des chances ». Comment apprenons-nous? Et la seconde table ronde, ensuite, nous aborderons la question du diplôme aux compétences perpétuellement renouvelées, l'entreprise au service de la mobilité sociale. Alors, donc, je vous présente rapidement les intervenants. Madame Monique Cantos-Perber, philosophe, directrice de recherche au CNRS. Vous avez également, madame, dirigé l'École nationale supérieure et l'Université Paris Sciences et Lettres. Monsieur Stanislas Dehaene est là également, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Et monsieur Dehaene, vous présidez le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je précise également que vous êtes directeur de recherche au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Et puis Sébastien Massard avec nous, directeur de la stratégie du groupe Dassault Systèmes, docteur en philosophie politique et auteur des dépossédés de l'Open Space aux presses universitaires de France. On aura l'occasion d'y revenir évidemment, puisque cela fait partie des débats. Alors, la règle, je vous le rappelle, je vous laisse 4-5 minutes de propos liminaires pour nous donner un petit peu votre sentiment général et votre idée force par rapport à la thématique qui est la nôtre, et ensuite nous allons débattre. Madame Cantos-Perber, je me permets de commencer avec vous. Cultiver la mémoire, c'est effectivement important, c'est à la base de tout. Peut-être un peu trop oublié aujourd'hui dans notre société, peut-être pas d'ailleurs, hein. Une société qui file toujours à 200 à l'heure, voire plus. Alors cultiver aussi la curiosité parmi d'autres fondamentaux, j'imagine. Nous vous écoutons. Ce sont des questions. Merci beaucoup pour votre présentation, et je vous dis mon plaisir de l'échange qui a déjà commencé d'ailleurs et qui suivra. Il y a tant de façons de répondre aux questions que vous posez qui touchent directement à ce que signifie apprendre. Les perspectives que l'on peut mettre en œuvre ou adopter pour expliquer cela peuvent être scientifiques, enfin les progrès de l'imagerie cérébrale ont beaucoup éclairé cette question, ou bien historiques, parce que dès qu'on prend un peu de recul historique, les manières d'apprendre ont considérablement évolué au fil des siècles. On a commencé par des cultures orales, l'apprentissage par cœur, des mémotechnies, et ensuite observation de la réalité, induction des généralités, ou bien, ça c'était l'époque c'est ce qui a été illustré au XIXe siècle, des enseignements axiomatiques. On commence par un enseignement didactique, des règles et des normes, et ensuite avec cela on observe la réalité. Ce sont autant de façons d'apprendre qui sont intéressantes, sont toujours valides, sont toujours valables. Mais le fait d'apprendre, la mémoire, la curiosité, comme vous l'avez souligné, s'inscrivent aussi dans des sociétés qui valorisent plus ou moins la culture écrite, des sociétés de lettrés, qui sont en général des sociétés avec une stratification sociale assez forte, qu'elles soient explicites ou implicites, ou bien alors des sociétés extrêmement ouvertes, démocratiques, avec une véritable mobilité sociale. Bref, tout cela, ce sont autant de manières de considérer ce qu'est l'apprentissage, et je ne parle même pas des moyens technologiques, puisque maintenant,
Est-ce qu'on le fait de savoir se servir d'une machine à calculer, d'abord d'un boulier, d'une machine à calculer et d'outils beaucoup plus sophistiqués? Est-ce que ça change la nature de l'apprentissage? Là, la question est ouverte. Ce qui est intéressant aussi quand on aborde cette question de ce qu'est apprendre, c'est de savoir ce qu'on apprend. Qu'est-ce qu'il est intéressant d'apprendre? Qu'est-ce qu'il est utile d'apprendre? J'ai passé tellement d'années dans ma jeunesse, enfin je ne voudrais pas exagérer, mais quand même plusieurs, à faire du grec, du thème grec et du thème latin. Franchement, je peux considérer qu'après quelques décennies, au fond, ça m'a... Je pourrais dire que on pourrait dire que ça a servi à rien. Mais qui peut le dire que ça a servi à rien? Au fond, qu'est-ce qu'on sait concrètement de l'effet profond de structuration d'intelligence, de facilité qu'il y a à raisonner sur tout ordre de sujets quand on a approfondi, quand on est allé jusqu'au bout d'un apprentissage? Là encore, la question est ouverte. Alors, si vous voulez, je vous proposerai au fond de changer de perspective et je voudrais vous dire quelques mots personnels à partir de mon expérience d'enseignante. Et au fond, à plusieurs occasions, j'ai corrigé j'étais membre de jury de concours, ou bien ce qu'il s'agissait de savoir, c'est qu'est-ce qui a été vraiment appris, qu'est-ce qui a été vraiment compris dans les copies des étudiants. Ça n'a l'air de rien, mais enfin, tout notre système de vérification des connaissances est quand même basé sur ce genre de rituel. On peut considérer ça totalement désuet et dépassé, mais ça a tout de même une certaine utilité. Et là, il était évident que, pour moi, la manière de tester ou d'apprécier ce qui a été vraiment appris, ça tenait au fond à la façon dont ce qui a été appris a été compris, et compris au point que on peut, d'une certaine manière, avec ce qui est compris, adopter toutes sortes de nuances, de mise en perspective, et qu'on peut se servir de ce qu'on a appris dans des contextes extrêmement différents. D'une certaine façon, le test majeur de l'apprentissage, je le mettrai là, et d'une certaine manière, c'est au fond pour cela que, puisqu'il est question des enjeux sociaux et politiques de l'apprentissage, aussi ces enjeux économiques qui sont évidents, puisque toutes les études concourent sur le fait que la croissance d'un pays, son taux d'innovation, en particulier le taux de dépôt de brevets, est en rapport direct avec la qualité de l'éducation et avec le nombre de diplômés dans une société, de même d'ailleurs que la capacité d'assurer une certaine mobilité sociale, une certaine diversité de talents. Mais dans mon expérience enseignante aussi, je dois vous avouer qu'au cours des dernières années, je me suis quelquefois trouvée, souvent en parlant avec un étudiant qui avait, semble-t-il, beaucoup d'assurance, mais j'avais l'impression, d'une certaine manière, que la personne en face de moi parlait de quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment, que j'avais affaire à une forme de... je ne voudrais pas paraître trop réactionnaire, mais que j'avais affaire à une forme de zapping, au fond, où on surfe, si je puis dire, à la surface des contenus, ce qui donne un effet de vraisemblance, mais sans à aucun moment que j'ai eu le sentiment que ce dont il était question était vraiment compris, avec ses causes, ses justifications, ses conséquences. Et je veux dire que ce genre d'expérience me trouble énormément, parce que je me demande si nous sommes dans une sorte de bascule ou si c'est quelque chose qui est tout à fait épisodique et sans signification particulière. Donc l'essentiel pour moi, en effet, c'est de savoir ce qu'on apprend, quelle distance on a à l'égard de ce qu'on apprend, quelle conscience on a des arguments qui le justifient, des faits qui l'illustrent, c'est tout à fait essentiel pour l'esprit critique. Ce qu'on apprend en tant que tel, au fond, je ne suis plus sûre que ce soit si décisif que cela. Je pourrais conclure ces quelques mots d'introduction en vous citant quand même un passage qui m'a beaucoup troublé dans les mémoires de Churchill, lorsqu'il parle de son enfance et de sa jeunesse. Churchill était un très mauvais élève. Il a été renvoyé de toutes les institutions où on a essayé de le scolariser. Et lui-même dit « On me forçait à apprendre le grec et le latin, puisque toute l'élite britannique, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, devait évidemment totalement maîtriser cet apprentissage. C'était considéré comme la condition sine qua non d'une carrière. » Churchill trouvait ça totalement inutile, sans intérêt. Et il dit dans ses mémoires « J'ai passé toute ma jeunesse à apprendre, bien sûr, mais je n'ai appris qu'une seule chose. J'ai appris à parler l'anglais. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à parler l'anglais? Bon, ça lui a servi puisqu'il a eu le prix Nobel de littérature. Mais parler l'anglais, pour lui, c'était apprendre la capacité de se servir du bon mot au bon moment,
dans la situation appropriée, avec un interlocuteur qui le comprendra, le mot ou la phrase qui peut tout changer. Et Churchill ajoute « Cela m'a largement suffi pour toute la vie, mais c'était long et difficile. » Conclusion. Merci Madame pour cette entrée en matière. Alors on va évidemment approfondir ce propos, notamment en revenant sur les institutions en tant que telles de l'éducation par rapport à la réforme, etc. Stanislas Dehaene, on va parler avec vous de l'approche scientifique de l'apprentissage. Je signale que vous êtes l'auteur notamment d'un livre intitulé « Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines ». C'est chez Odile Jacob, je parle sous votre contrôle. Alors, approche scientifique de l'apprentissage qui recouvre finalement bien des aspects, de la lecture aux mathématiques. Voilà, donc propos liminaire, et ensuite nous débattons. Parfait. Écoutez, merci d'abord de votre invitation. Effectivement, moi je travaille en sciences cognitives. Je suis titulaire de la chaire de psychologie cognitive ici au Collège de France. Et la psychologie cognitive d'aujourd'hui, ça veut dire en fait un lien très étroit avec les neurosciences. On utilise des outils de plus en plus raffinés pour voir dans le cerveau comment le cerveau fonctionne et comment il change lorsqu'il apprend. Et donc, j'ai essayé dans ce livre de synthétiser un très grand nombre de découvertes sur la manière dont le cerveau apprend. Et le premier message que je voudrais vous dire, c'est que alors qu'on a tous besoin d'apprendre, il y a des règles pour apprendre mieux que d'autres. Il y a un certain nombre de connaissances qui sont très utiles à savoir sur les pédagogies qui fonctionnent mieux que d'autres et aussi sur les stratégies au fil de la journée, par exemple, pour structurer ces apprentissages. Donc, c'est très difficile de résumer ça en 2 minutes, mais je serais ravi d'en discuter plus. Il y a beaucoup de dimensions à l'apprentissage, mais on peut dire déjà que les pédagogies qui marchent sont des pédagogies qui sont actives et non passives, c'est-à-dire que la personne est engagée dans l'apprentissage et n'est pas juste soumise à un exposé magistral. Malheureusement, au Collège de France, on n'applique pas toujours ces principes, mais c'est ainsi. On essaye. Donc ça veut dire des personnes qui, bien sûr, reçoivent un enseignement structuré, explicite, mais très vite ont l'occasion de se tester, de mettre à l'épreuve leurs connaissances et d'alterner en fait des périodes d'enseignement explicite et puis de mise à l'épreuve. Il est très important aussi de comprendre que nous avons tous des algorithmes d'apprentissage similaires. D'ailleurs, sur cet été, sur France Inter, je faisais une chronique sur l'apprentissage et je me suis amusé à dissiper un certain nombre de neuromythes, c'est-à-dire de mythes que nous avons sur nous-mêmes. Et l'un de ces mythes, c'est que nous apprenons chacun avec des styles d'apprentissage différents. Certains sont visuels, d'autres auditifs. Et ceci n'est absolument pas vérifié par les sciences cognitives. Au contraire, nous bénéficions tous des mêmes conditions d'apprentissage. Et la raison, c'est qu'il y a une architecture de notre cerveau qui doit se transformer et qui doit passer par les mêmes étapes de transformation lorsque nous apprenons, par exemple, à lire ou à faire des mathématiques, comme vous l'avez dit. Alors, je mentionne l'exemple de la lecture parce que c'est sans doute l'exemple qui est le plus développé actuellement. Nous avons vraiment toute une chaîne de compréhension de ce que c'est qu'apprendre à lire chez les petits-enfants. C'est peut-être moins pertinent pour les grandes sociétés qui vous intéressent, quoique il y a quand même un illettrisme profond en France, les statistiques le montrent vraiment très clairement. Et nous savons maintenant aujourd'hui très précisément par quelles étapes doit passer le cerveau pour apprendre à lire. Nous savons quelles sont les méthodes qui marchent mieux que d'autres. Nous avons des données encore toutes récentes dans le cadre du Conseil scientifique d'éducation nationale. Notre collègue Jérôme Dovio, ici à l'École normale supérieure en sociologie, a mené une enquête assez remarquable où 16 000 enseignants ont été questionnés sur leurs méthodes, sur les manuels qu'ils utilisent. Et on a pu corréler ces données avec la réussite des élèves au cours de la première année, grâce, vous le savez, aux évaluations nationales des élèves qui sont menées maintenant de façon très systématique. Ça, c'est formidable dans notre pays. On a des mesures précises des progrès de chaque élève. Et donc, on sait très clairement maintenant qu'il y a des manuels qui marchent mieux que d'autres, qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres, et que même des méthodes mixtes qui peuvent paraître anodines, en fait, font perdre du temps aux élèves et ont des aspects qui ne servent à rien dans l'apprentissage de la lecture et qu'il vaut bien mieux se consacrer à des méthodes grapho-phonologiques où on enseigne les correspondances lettres-sons, graphème-phonème. Voilà, c'est un exemple dans lequel c'est très clair parce qu'on comprend l'architecture du cerveau, on comprend ce qui doit changer et on comprend qu'il y a des méthodes qui vont droit au but, qui vont changer précisément le circuit qui a besoin de changer, au moins pour les débuts de l'apprentissage de la lecture. Alors, c'est difficile de généraliser, mais on applique ce genre d'approche également à l'apprentissage des mathématiques, à l'apprentissage des fractions, par exemple.
Et dans mon travail, un des premiers travaux consiste simplement à être capable de mesurer, comme vous le disiez, qu'est-ce que ça veut dire, de comprendre par exemple un objet, une fraction. Voilà. Donc on développe des outils de mesure qui sont appliqués ensuite à l'éducation nationale, et puis on essaie de développer des interventions en testant systématiquement leur efficacité par rapport à un groupe contrôle qui ne bénéficierait pas de cette intervention. Donc c'est toute une chaîne, je dirais, d'expérimentation en sciences cognitives qui va depuis le fondamental, l'étude du cerveau, jusqu'à la mise en application dans les classes. Et tout ça face, évidemment, face aussi, alors je ne sais pas visiblement, petit problème du micro. Voilà, donc visiblement, tout cela face à l'intelligence artificielle. C'est un gros pan de notre discussion, on va y venir dans un instant. Alors justement, Sébastien Massard, pardon, je vous ai attribué un livre qui ne vous appartient absolument pas, mais je sais que vous êtes très prolixe en écriture. Vous pourrez nous citer quelques ouvrages au passage. Alors, effectivement, nous vivons à l'heure de l'intelligence artificielle. Si on grossit le trait, on peut dire que... on est vraiment dans la virtualisation du monde, ce qui apparaît dans certains cas d'ailleurs comme une redoutable machine à inventer peut-être tout et n'importe quoi, mais aussi une belle machine en termes de contenu. C'est surtout, selon vous, une capacité nouvelle de connaissance, d'agir et de faire cette intelligence artificielle ? Merci à vous. Et en effet, je voulais commencer par un correctif parce que la présentation que vous avez faite ne me correspond pas bien. En particulier, je n'ai pas de doctorat en philosophie politique et je n'ai pas non plus écrit, malheureusement, j'aurais pu en rêver, les livres que vous avez cités. Je vous prie de m'excuser. Tout simplement, ce que je voudrais partager avec vous, c'est le point de vue que j'ai depuis Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui fait des univers virtuels. Et pourquoi ces univers virtuels? C'est pas pour s'éloigner du monde réel, c'est pour se retourner vers le monde réel et mieux le comprendre, mieux agir dans le monde réel, que ça soit pour le monde industriel, mais aussi dans le monde de la santé, et aussi, on imagine, par rapport à la planète ou aux enjeux des territoires. Si je résume ce que j'ai compris de la façon dont on apprend, ou du moins les convictions que j'en ai tirées, je voudrais résumer autour de 3 M, qui sont la main, le modèle et le milieu. En fait, en articulant ces 3 notions, et pour moi, ça correspond d'une certaine façon à la lecture typiquement de Ishiguro Nonaka, qui est un penseur japonais extrêmement intéressant, encore vivant d'ailleurs, qui a théorisé l'entreprise en fait dans les années 90 et la capacité d'innovation des entreprises. Et vous imaginez bien que le Japon en fait a réussi à cette époque-là à générer des choses extrêmement intéressantes. Et donc ce qu'il a pensé, c'est comment d'abord il y a la main, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des savoirs implicites par contact direct avec des situations. Et pour nous, en tant qu'entreprise, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et moi, je le vois, les savoir-faire qui sont mobilisés par des opérateurs, etc., ne sont pas forcément explicites. En revanche, il y a un apprentissage, et cet apprentissage, il n'est même pas forcément individuel, il est collectif. Donc quand je dis la main, c'est ça que je veux dire. Le deuxième élément, c'est le modèle, c'est-à-dire qu'à un moment, ce savoir, on va vouloir l'expliciter. Et ça a été un peu dit dans les interventions précédentes, c'est-à-dire qu'on veut utiliser ce modèle, le répliquer, le représenter pour pouvoir le partager, le socialiser. Et à ce moment-là, en fait, on va passer par des représentations, ce que moi j'appelle un univers virtuel, c'est-à-dire quelque chose que je peux vous montrer et on va pouvoir en débattre, on va pouvoir en discuter. Il n'est pas adhérent, il n'est pas identique, ce n'est pas le miroir exact de la réalité. En revanche, c'est quelque chose qu'on arrive à manipuler ensemble. On peut penser à une carte, on peut penser à un modèle 3D d'un réacteur nucléaire, on peut penser à plein de choses. En fait, ça, on va pouvoir le manipuler, le simuler pour améliorer le fonctionnement de l'objet réel qui est en face. Et puis, troisième aspect, c'est le milieu. Il est extrêmement important de se souvenir en fait, que tous ces apprentissages ils dépendent d'un milieu, ils sont adaptés par rapport à un milieu de mise en œuvre. Et ça, c'est très très vrai pour les entreprises. C'est-à-dire vous avez appris dans un marché, dans une géographie particulière des choses, puis d'un seul coup, vous allez entrer dans un milieu différent. Et nous, on le voit très bien sur la santé, c'est très différent en fait, de soigner des gens en France, en Allemagne, au Japon, non seulement parce que peut-être il y a des normes, des réglementations différentes, mais aussi parce que les gens, ils se soignent différemment, mais pour de vrai. C'est-à-dire que la pratique, la relation aux soins, elle est différente. Donc, vous avez un objet, nous, ce qu'on vend, c'est un jumeau virtuel pour des organes, typiquement. Eh ben, vous avez ça, mais
ça va être utilisé différemment parce que la relation entre le médecin et le patient, typiquement, est complètement différente. Donc, il ne faut pas oublier ces apprentissages, ils interviennent dans un milieu. Et là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la notion aussi de collectif et de confiance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'implicites, en fait, dans la socialisation des savoirs, et il faut s'en souvenir. Et par rapport à ces 3 éléments-là, la main, le modèle, le milieu, puis après, je vais laisser place à la suite de la discussion, je crois qu'il y a une opportunité du virtuel. Et il y a même une réalité de ce qui se passe par la virtualisation accélérée du monde. Depuis 40 ans à peu près, on a une accélération en fait, de la virtualisation, et je ne dis pas la digitalisation, parce que finalement la digitalisation c'est un moyen, la virtualisation c'est la réalité de ce qu'on vit. Et je peux être en contact direct avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et avoir l'impression qu'il est en face de moi. Je peux avoir l'impression d'agir sur un objet qui n'est peut-être pas du tout là, de comprendre des phénomènes qui auront lieu demain et après-demain par des capacités de simulation massives, par exemple dans le monde météorologique. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer par la dataïsation du monde d'une certaine façon. Ça, c'est une opportunité. Pourquoi ? C'est pour améliorer la capacité de mettre en contact la main des gens avec des phénomènes nouveaux. Et là-dessus, on reviendra après, je pense, sur les notions d'égalité d'accès au savoir. C'est-à-dire que beaucoup plus de personnes peuvent faire des expériences en direct, alors qu'avant, c'était réservé à une élite dans des laboratoires. La capacité aussi de manipuler des modèles, c'est-à-dire que des modèles explicites, maintenant, ils vont être manipulables peut-être par des collégiens ou des lycéens, alors qu'avant, il fallait des années d'études et des outils informatiques considérables pour les mettre en œuvre. Puis le 3e aspect, c'est de transposer dans des milieux, de mieux comprendre l'influence du milieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle notamment l'IA générative et les grands modèles de langage. Voilà. Alors, on va voir effectivement comment mettre en relation collaborateurs et pratique. Je reviens, Madame Cantos-Perber, à ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc l'éducation, le savoir, la mémoire. Il y a le système d'éducation nationale, les institutions d'éducation, et puis à côté, il y a la réforme. Est-ce que l'organisation aujourd'hui, en termes de, je ne sais pas si on peut appeler ça du management, mais en termes de gouvernance, est-ce que tout est correct comme vous le souhaiteriez aujourd'hui en France ? Non, en aucun cas. Je ne suis pas d'ailleurs la seule à déplorer l'état actuel de l'institution éducative. Il suffit de regarder les enquêtes PISA qui sont publiées régulièrement. La dernière date de 2022 et qui montre que les performances, les résultats des élèves français, alors donc, collégiens de 15 ans, pays de l'OCDE et quelques pays invités participent à ces enquêtes. Les résultats sont en baisse, surtout pour la compréhension de l'écrit et les mathématiques. Et par ailleurs, malheureusement, l'école française semble être de plus en plus... Enfin, là, elle est vraiment parmi les écoles les plus inégalitaires de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'un pourcentage d'élèves réussissent extraordinairement bien. Et malheureusement, un pourcentage d'élèves de plus en plus grand a du mal à acquérir les savoirs fondamentaux. Mais on part de loin, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? On part de loin, ce n'est pas tout à fait sûr. Je pense qu'il y a une période où ça a été où la situation était quand même plus favorable. Mais évidemment, la différence, c'était les exigences scolaires qui étaient proposées par l'école. Bon, ça, c'est une question qui a été longuement débattue. Pour ce qui me concerne, alors j'ai dans plusieurs écrits plaidé pour l'autonomie des institutions scolaires. Il me semble que autant l'organisation de notre éducation est une éducation largement publique. L'État, la puissance publique, y joue un rôle fondamental. Ce n'est pas une réalité à laquelle on peut imaginer changer quelque chose à court terme. Mais il reste que le rôle le plus positif de la puissance publique dans ce domaine, c'est de fixer des objectifs de formation. Parce que tout de même, la question fondamentale à laquelle un système éducatif doit répondre, c'est de savoir quel esprit on veut former, c'est-à-dire avoir quel type de compétences, quel type de connaissances, et donc quel type de savoir-faire, comme on dit aujourd'hui. Et pour cela, il n'y a que... une sorte de consensus sur ce que signifie la réussite scolaire, c'est-à-dire la capacité d'atteindre ses buts, qui peut véritablement mobiliser l'ensemble du système éducatif. Donc ça, c'est le rôle de la puissance publique, mais pour la mise en œuvre des moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs, je pense que beaucoup plus d'autonomie, j'ai essayé de démontrer avec des exemples étrangers, avec des arguments et des données, que beaucoup plus d'autonomie
permettrait aux enseignants, aux équipes éducatives, de s'adapter à l'extrême diversité des terrains, des environnements, et de définir les stratégies éducatives les plus susceptibles d'atteindre ces objectifs. Il y a, voyez-vous, dans plusieurs pays, qu'il s'agisse de charter schools aux États-Unis, des free schools en Angleterre, et d'autres systèmes, des expériences tout à fait convaincantes. La capacité des enseignements, des institutions autonomes à atteindre des objectifs scolaires. Alors on les qualifie même de no excuse, aucune excuse pour ne pas les atteindre, à partir d'une très grande autonomie, possibilité d'utiliser des marges de manœuvre pour cela. Il est tout à fait établi, d'ailleurs les enquêtes PISA aussi reviennent sur cette question régulièrement, rapport après rapport, que plus les pays où il y a davantage d'institutions scolaires jouissant d'une certaine autonomie, sont aussi les pays où les résultats, les performances scolaires sont les meilleurs. Donc alors, il faut étudier les choses en détail, mais la tendance est quand même attestée par les données dont nous disposons aujourd'hui. Vous êtes intéressé également, et ça on va y revenir, je vais vous relancer là-dessus, concernant la manière, l'articulation, je dirais, entre l'enseignement supérieur et le milieu professionnel. Ça c'est un point que l'on va... Si je peux juste dire un mot oui, sur ce qui a été dit, je crois que la question de l'engagement dans l'apprentissage, c'est vraiment une chose absolument fondamentale. D'ailleurs, on l'a remarqué dès l'Antiquité, Aristote disait, pour apprendre, il faut déjà avoir la capacité de s'étonner. Parce que si on est satisfait de l'état du monde tel qu'il est, on n'apprendra jamais rien. De le Thomaszein, la capacité de l'étonnement. Et quand Platon parlait de la philosophie, c'était philein, le désir, vraiment le désir du savoir. Sans ce désir, sans cet engagement personnel, on n'apprend rien. Donc ce n'est pas simplement une absorption de contenu. Il faut que quelque chose, dans la capacité de former des questions auxquelles ce qu'on apprend répondra, est tout à fait fondamental. Et l'autre chose qui est vraiment très importante, c'est la socialité de l'apprentissage. Ça, c'est vraiment, ça caractérise notre culture occidentale. On n'apprend pas tout seul. Vous voyez, dans les cultures orales, il était inconcevable d'apprendre tout seul, puisque ce qu'on le savait, on le savait parce qu'on l'avait entendu par d'autres, on avait parlé avec d'autres, on le répétait avec d'autres, dans toutes sortes de contextes. Cette socialisation, le besoin de l'interaction, de la discussion pour apprendre, ce que l'éducation supérieure britannique a parfaitement réussi avec Oxford et Cambridge, est quelque chose d'absolument fondamental dans la solidité des acquis. Alors, Monsieur Daen, justement, question directe, je dirais, les compétences sociales, qu'est-ce qu'on en fait dans tout ça? Parce que c'est important aussi, à vos yeux, j'imagine. Quelle place leur accordez-vous à ces compétences? C'est absolument fondamental. Je crois que l'éducation nationale est en train de se rendre compte, d'ailleurs, mais les sciences cognitives, avant, l'ont assez bien montré. Il y a effectivement des fondamentaux de langage et de représentation mentale, y compris de visualisation des objets mathématiques, qui sont des piliers, mais il y a un troisième pilier qui est effectivement la capacité de s'engager dans l'apprentissage, la motivation pour apprendre. C'est très facile à comprendre. Non seulement il faut être engagé dans la mesure où on vous propose des exercices, etc., mais avant tout, il faut être convaincu qu'on peut apprendre. Si on vous demande d'apprendre quelque chose d'extrêmement difficile et vous vous rendez compte que vous ne progressez absolument pas, vous n'allez pas continuer. N'importe quel adulte va se comporter comme ça. C'est pareil pour les enfants, évidemment. Et ça veut dire que beaucoup d'enfants se convainquent très rapidement que quoi qu'ils fassent, ils n'y arriveront pas. Voilà. C'est le cas, on a un gros problème en France et en beaucoup de pays, qui est l'engagement des femmes en mathématiques. Une grande partie du problème vient du fait que l'environnement et les étudiantes elles-mêmes se convainquent que ça n'est pas un métier pour eux, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, dans lequel elles ne s'épanouiront pas et qu'elles ne parviendront pas à apprendre. Donc il faut absolument qu'on arrive à créer un écosystème dans lequel les étudiants sont convaincus qu'ils peuvent apprendre. Oui. Voilà. Et là, il y a deux visions qui s'affrontent, c'est très intéressant, ça a été bien démontré par une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck. Et il y a une vision fixiste de l'apprentissage qui est qu'on est doué ou qu'on n'est pas doué, et il y a des choses qui sont pour moi et qui ne sont pas pour moi, et puis c'est pas la peine d'insister, et puis qui est opposée à une vision beaucoup plus réaliste de ce que c'est que l'apprentissage, qui est que tout le monde peut apprendre, nous avons tous des capacités d'apprentissage, c'est une caractéristique du cerveau d'Homo sapiens, mais
il va falloir faire des efforts. Et tout le monde doit faire des efforts. Ça n'est pas vrai que les gens qui sont doués ne font pas d'efforts pour apprendre, y compris en mathématiques. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, la première vision est fausse, c'est-à-dire que c'est effectivement vrai que tous les cerveaux humains sont plastiques et il y a une enveloppe d'apprentissage qui est extrêmement large, qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel étudiant en début d'université où il n'y a pas besoin d'aller à l'école normale, maîtrise que Newton tout seul maîtrisait à l'époque. Donc, on a vraiment étendu nos capacités parce que ça fait partie de l'enveloppe de l'apprentissage. Et puis, par contre, ça veut dire qu'il faut créer un environnement beaucoup plus ouvert et moins punitif aux apprentissages. Et là, malheureusement, en France, on a encore un environnement qui n'est pas aussi ouvert à la diversité des élèves et à les convaincre finalement qu'ils vont pouvoir apprendre. Pour des entreprises, je pense que c'est absolument fondamental. Alors, des personnes qui doivent réapprendre quelque chose, eh bien, la première chose, c'est de rouvrir cette capacité en faisant un effort, c'est très important, d'arriver à apprendre. Alors justement, et concrètement, je dirais, là, vous me tendez une perche très facile pour passer la parole à Sébastien Massard. Là, on va rentrer dans la cuisine, en quelque sorte, chez Dassault. Comment confronter les collaborateurs à la pratique? Il y a une démarche vraiment précise. Je crois que vous tenez beaucoup au terme d'interdisciplinarité pour faire passer justement tout ce savoir et ces compétences. Mais concrètement, comment on fait là? On a la méthode. Est-ce qu'elle est facilement applicable dans un groupe comme chez Dassault? Oui. Alors pour nous, on voit l'entreprise comme étant une université, c'est-à-dire un endroit où on a une telle diversité de savoirs mobilisés. Quand vous regardez chacune des entreprises, peut-être qui sont présentées dans la salle, je pense, si vous regardez les types de compétences que vous mobilisez sur des projets, sur des marchés, etc. En fait, ces compétences-là sont extrêmement larges et variées. Et la chance qu'on a, je crois, dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on crée un creuset à chaque fois pour rassembler ces différentes compétences, les mettre dans les bonnes conditions de température et de pression. Et en fait, ça produit des choses souvent inattendues, mais en général avec on a un taux de succès à l'issue qui est suffisant pour faire voler les entreprises en général. Donc la vraie question, je dirais, c'est d'une part de confronter ces différentes compétences entre elles. Et vous avez des juristes, des financiers, des gens qui sont spécialistes de la science des matériaux, peut-être d'autres, etc. Donc d'un seul coup, qui se retrouvent dans le même bain et qui doivent fournir des résultats ensemble. Ça, c'est une chance considérable parce qu'ils vont apprendre les uns des autres et ils vont créer un savoir qui n'existe peut-être même pas indépendamment de ce collectif. Et l'autre élément, c'est la condition pour que ça fonctionne dans la durée, c'est que ce savoir il soit innovant. C'est-à-dire que, et là je voudrais ajouter ce niveau-là d'une certaine façon, comment on apprend à innover? Comment on apprend à créer des choses qui n'ont pas été déjà, et j'aime bien l'exemple de Newton pour ça aussi, c'est dire d'une certaine façon comment il y a des gens, d'un seul coup ils arrivent et puis ils créent des choses qui n'existaient pas auparavant. Et là-dessus, je pense, pour peut-être réfléchir à ce qu'est l'IA générative, je pense qu'on a un vrai enjeu, c'est de continuer à apprendre à innover et de continuer à utiliser les outils disponibles pour apprendre à innover. Et là-dessus, je voudrais citer une expérience qui a été faite par l'École des Mines, un laboratoire de sciences de gestion à l'École des Mines, qui a observé, il y a une dizaine d'années déjà, ils ont réuni des groupes et pour voir comment les gens innovent, ils les mettent dans des groupes et puis ils posent une question. Donc c'est une question classique où ils disent on jette un œuf de 10 mètres de haut, trouver une solution innovante si possible pour éviter que l'œuf ne se casse. Donc on pourrait faire l'exercice dans la salle, vous avez plein de types de réponses. Ce qui est super intéressant, c'est que ces réponses-là, elles se mappent sur un arbre très précis qu'ils ont identifié à l'avance. Et en général, ils ne sortent pas des branches de l'arbre qu'ils avaient prévues à l'avance. En fait, maintenant, 10 ans après, on peut poser la question à une IA générative. Alors, je vais donner un exemple, c'est à Mistral AI, pourquoi pas. Et en fait, on a d'une certaine façon un typologie de réponses et on arrive à regarder la structure de ces réponses-là. Et en fait, ce que fait Mistral AI ou tout agent conversationnel que vous pourrez imaginer, en fait, il va approfondir les mêmes branches, les mêmes embranchements de l'arbre, mais il ne va pas élargir en fait le spectre de l'arbre. Eh bien, mon point, c'est de dire comment dans une entreprise, dans une organisation, étant donné des outils tels que les agents conversationnels, on arrive à élargir le spectre de l'arbre. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend par la confrontation des disciplines. Oui. Professeur Dehaene, justement, est-ce que le cerveau humain n'est pas dépassé aujourd'hui à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle?
Donc en soi, ce serait une question pour 1 heure de discussion, mais moi, ma réponse est non, pas encore, en tout cas. Parce qu'il faut être très clair. Vous êtes plutôt rassurant. Je vois rien d'impossible. Hein, c'est-à-dire que le cerveau est une sorte de machine, extraordinairement évoluée, mais c'est une sorte de machine. Et à chaque fois qu'on arrive à comprendre un aspect de l'algorithme d'apprentissage humain, eh bien très vite, il est reproduit dans les machines. Et aujourd'hui, vous savez que l'intelligence artificielle s'inspire beaucoup de l'architecture du cerveau humain. Alors qu'est-ce qui reste? Progressivement, un certain nombre d'aspects de l'algorithme humain ont été intégrés dans les machines. Par exemple, l'attention, qui est à la base des modèles transformers comme Mistral dont on parlait à l'instant ou ChatGPT, a été maintenant intégré et c'est un aspect essentiel. On n'apprend que ce à quoi on fait attention. Donc cet aspect-là de l'apprentissage est maintenant bien intégré dans les machines. Le cerveau humain conserve par contre vraiment beaucoup d'avantages. Et on peut d'abord mentionner la beaucoup plus petite taille de l'ensemble d'apprentissage sur lequel on a besoin de travailler. Donc, en fait, dans les modèles d'intelligence artificielle, ce qui est très artificiel, c'est cette idée que le modèle est soumis à des données de façon passive et qu'il faut des milliards et des milliards de données. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Il projette des hypothèses venues de l'intérieur et il les teste un peu comme un scientifique. Et donc, très vite, il peut se rendre compte que toute une branche de l'arbre des hypothèses est fausse et qu'il faut sélectionner. Il apprend beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire avec beaucoup moins de données, en fait, que les modèles artificiels. C'est le cas pour les jeunes enfants, par exemple. Et puis, il y a toute cette capacité dont vous avez parlé de rendre la connaissance explicite. Dans les modèles de langage actuellement, la connaissance est cachée. Elle est dans les poids. C'est très difficile de la faire sortir et en particulier, ces modèles ne peuvent pas la partager facilement avec d'autres. Alors, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils peuvent la copier. Ça, c'est intéressant. Ils sont immortels quelque part. Malheureusement, nous, la connaissance disparaît avec nous-mêmes. Mais nous avons quand même la capacité de la rendre explicite par le langage ou par les formules mathématiques. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas actuellement. Et en sortant cette connaissance, de la partager avec d'autres. Et cet apprentissage collectif, très certainement été à l'origine du succès de l'espèce humaine. Le développement de l'hominisation vient du fait que nous avons réussi à partager les connaissances et avoir donc une espèce de... en anglais, on parle de ratchet effect, c'est-à-dire d'effet de cliquet, c'est-à-dire que génération après génération ont bénéficié de l'apprentissage des individus précédents. Tous ces aspects-là, pour l'instant, sont très mal limités par l'intelligence artificielle. Alors, justement, ça nous ramène à la question de l'enseignement, finalement, Madame Cantos-Perber. Comment s'articule, à vos yeux, l'enseignement supérieur avec le milieu professionnel? Là encore, il y a beaucoup d'efforts à faire, notamment face à toutes ces nouveautés, je dirais, et toutes ces exigences de la société moderne aujourd'hui, à la fois de l'entreprise, du savoir, de la connaissance. Quel est votre regard là-dessus? Il me semble en effet qu'il y a un lien évidemment direct. Si on fait des études supérieures, c'est bien parce que on construit en quelque sorte avec ces études un projet professionnel. Simplement, évidemment, la notion de projet professionnel ou de voie professionnelle n'a pas tout à fait le même sens aujourd'hui qu'il y a même quelques dizaines d'années, parce qu'il est très probable que les jeunes, les étudiants qui se forment aujourd'hui à l'université seront encore actifs dans la société dans une cinquantaine d'années. Il est aussi probable que la plupart des savoirs qu'ils auront appris seront devenus obsolètes, enfin du moins en partie. D'une certaine façon, si on leur posait la question dans une cinquantaine d'années, mais au fond, qu'est-ce qui vous reste de ce que vous avez appris à l'université ? Que répondraient-ils ? Ils ont appris, je dirais presque, à apprendre d'une certaine façon, à réapprendre, à précisément, constamment travailler à l'adaptation de ce qu'ils ont appris dans des contextes différents, dans des contextes qui étaient même totalement imaginables au moment où ils ont acquis ces connaissances. Et d'une certaine façon, la réussite de ce genre de réadaptation est paradoxalement d'autant plus garantie que la solidité des apprentissages fondamentaux sera acquise. Donc on en revient à cette quand même conclusion un peu paradoxale. Si je peux pousser l'analyse un peu plus loin, c'est de dire que au fond, la solidité de la formation première est ce qui permet d'avoir toujours la possibilité de répondre rapidement à des défis complètement nouveaux. C'est vraiment essentiel et surtout pour l'innovation, parce que vous voulez, on a quand même beaucoup étudié, en effet. Bon, c'est ce que vous disiez sur les processus extrêmement intéressants. Mais comment on invente, d'ailleurs, on n'a qu'à se tourner vers l'histoire, comment l'idée complètement nouvelle
que rien ne permettait de simplement déduire ou d'induire à partir des données disponibles. Comment l'idée nouvelle surgit-elle? Souvent avec un élément de motivation, un élément de déception, un élément de colère parfois, toutes sortes, et ce phénomène d'attention ou de saillance, brusquement, un élément dans l'ensemble des données devient particulièrement saillant, et avec le sentiment assez mystérieux que c'est là que va tout se jouer. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à expliquer, mais enfin, si on se tourne vers l'histoire, parce qu'il y a quand même quelques grands savants qui ont essayé de parler de la manière dont ils avaient inventé quelque chose de complètement nouveau. On a des styles très différents, mais prenons une époque très très ancienne. Les Pantagruel, enfin Rabelais, c'était la somme des connaissances et la tentative par induction de savoir comment penser juste. Montaigne, c'était une culture absolument fondamentale. Montaigne possédait dans sa bibliothèque à peu près tous les livres disponibles à l'époque. Enfin, il s'agissait de quelques milliers de livres, rien à voir avec aujourd'hui. Mais tous ces livres, il les laissait de côté, comme il disait, je pense par saut et gambade. C'est comme ça que je découvre, on dirait, innover aujourd'hui. Quant à Descartes, alors là, c'est encore plus radical. Lui qui savait à peu près tout, met tout de côté, dit ça ne m'intéresse pas. J'ai juste une méthode. Le monde est en mesure et sur phase. Ce sont des manières complètement différentes de redistribuer le champ des connaissances et d'avancer avec une voie nouvelle. Et ils ont eu des effets dans notre culture considérables. Alors, je suis sûr qu'il y a des questions de la salle. On va essayer de consacrer quelques minutes à une ou deux questions. Pas plus, malheureusement, mais il y aura une autre séance après. Mais, professeur Dehaene, justement, dans la droite ligne de ce que dit Mme Cantos-Pervers, est-ce que ces connaissances scientifiques sont suffisamment connues et utilisées aujourd'hui par les parents, voire les enseignants, d'ailleurs? Je disais, vous présidez le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Là, c'est un rôle crucial, en fait, pour ce conseil. Exactement. Donc, ça fait maintenant 7 ans qu'il y a une trentaine de scientifiques et encore d'autres collègues qui se sont engagés volontairement dans ce conseil scientifique. Et oui, je crois que l'objectif commence à être atteint d'outiller, en fait, l'éducation nationale et les enseignants, et de plus en plus les parents aussi, avec des outils efficaces d'apprentissage. Il y en a énormément sur la créativité, mais tout simplement aussi sur l'apprentissage. Une des variables fondamentales, c'est la qualité du sommeil. C'est idiot de le dire, mais je suis sûr qu'il y a des parents et des grands-parents parmi nous. C'est fondamental. Beaucoup de scientifiques ont décrit, d'ailleurs Poincaré l'a décrit, ou Kekulé, l'importance d'avoir travaillé, certes, consciemment, avec effort, et puis ensuite d'arrêter. Et de se laisser aller, soit au sommeil, soit à une sieste, soit à un moment de relaxation, de marche. Ça marche aussi, l'académie, n'est-ce pas? Et de marcher et de laisser les idées vagabonder. Bon, c'est un exemple, il y en a beaucoup, hein, je pourrais continuer. Donc on essaye d'outiller les enseignants avec des pratiques pédagogiques. Vous avez dit une chose à laquelle je suis que partiellement d'accord, il faut effectivement qu'on se donne des objectifs d'apprentissage. Mais l'école française est excellente pour ça. On a un curriculum, un programme qui est vraiment formidable et qui spécifie par exemple qu'à la fin du primaire, on doit avoir été exposé pendant 2 ans aux fractions et un apprentissage là-dessus. Et à la fin de la 6e, certainement, il faut que tous les élèves comprennent les fractions. Et nous, on va tester les choses dans les classes et on se rend compte que, je vais vous donner un exemple extraordinairement simple. Je vous donne une ligne entre 0 et 5 et vous devez placer où va la fraction 1/2, d'accord ? Il y a 20% d'élèves en début de 6e qui arrivent à réussir ce test. Voilà. 20% d'élèves en début de 6e. Cette fraction descend, enfin cette fraction monte plutôt à 40% de succès à la fin de la 6e. Ça veut dire 60% d'élèves qui ne savent pas où va la fraction 1/2. Donc les objectifs, c'est très bien, mais je pense qu'il faut outiller avec des outils pédagogiques qui marchent. Voilà. Lourd enseignement. C'est vraiment le sens de notre action. Alors très rapidement, madame. D'abord, je voudrais vous dire que, sans doute, savez-vous que Descartes dormait au moins 12 heures par nuit, pour rien au monde. Il y a beaucoup de mythes, effectivement, sur le manque de sommeil qui sont tout à fait faux. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous besoin de... Et les écrans, attention sur les jeunes générations. Je partage totalement votre idée. Ça, c'est aux professeurs d'en décider. L'autonomie, précisément, elle doit définir les moyens, les objectifs intermédiaires qui sont les plus efficaces en termes de formation. Lorsque je parlais d'objectifs, c'est vraiment une exigence plutôt. Ce serait mieux de parler une exigence quant à l'apprentissage du français, la maîtrise du français, la maîtrise des mathématiques, quelque chose d'assez général, mais qui est défendu et revendiqué de manière extrêmement claire et sans aucune
excuse qui justifierait qu'on n'y arrive pas. Alors, chose promise, chose due, est-ce qu'il y a une question dans la salle aux intervenants ici présents? On va vous apporter un micro. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a une autre question? On va en prendre deux. Voilà. Alors, on aura l'occasion de revenir après, puisqu'il y aura d'autres intervenants. Est-ce que je peux vous demander de prendre le micro qui est là-bas? Merci, Nathalie. Alors, monsieur a demandé la parole en premier. Voilà. Donc vous vous présentez très rapidement et vous posez une question concise avec des réponses concises. Merci Olivier Galzi, groupe PDI, ancien de l'IHE. Première question pour Monique Cantos-Perber. Merci pour votre franchise. Je vous ai entendu dire que finalement l'apprentissage du grec et du latin ne vous avait pas été utile. Mais vous avez mis un petit bémol quand même. Vous avez dit « je ne sais pas si cet apprentissage m'a finalement créé des connexions neuronales ou en tout cas a créé une plasticité du cerveau qui fait que j'ai pu apprendre le reste différemment ». Et donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir une réponse extrêmement honnête et extrêmement simple, c'est-à-dire oui ou non, à la question, j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu votre bémol, mais moi ça m'intéresse aujourd'hui pour les nouvelles générations et le discours qu'on peut leur tenir. Si c'était à refaire, vous apprendriez le latin et le grec? Ça, c'est ma première question, et je me permets du coup, parce qu'elle découle de la première, d'en poser une deuxième. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on confie à l'IA l'apprentissage et qu'on se contente, et j'allais dire qu'on utilise bien notre cerveau pour la compréhension, puisque vous avez aussi signifié ces deux points qui ne vont pas toujours ensemble. Voilà. Merci, monsieur, pour ces deux questions. Alors, très brièvement, je me suis sans doute exprimée de manière pas assez précise. J'ai simplement posé la question, ou la plupart de ceux avec lesquels j'ai l'occasion d'évoquer cette formation me disent « mais franchement, ça ne vous a servi à rien ». Mais je ne le pense pas, moi. Au contraire, je pense que ça m'a beaucoup servi. Qui peut dire, d'ailleurs? Mais je ne serais pas peut-être capable de savoir à quoi ça m'a servi. Mais j'ai l'impression que ça m'a totalement formée. Non seulement dans le goût que j'avais pour ces cultures, mais également dans bien une volonté de... puisqu'une langue n'est plus parlée et elle devient un objet d'étude, la possibilité de voir comment elle peut résonner dans un corpus de texte, dans un ensemble où on est obligé constamment de faire des rapports entre une formule et une autre formule qu'on a vue dans un texte. Tout ça est extrêmement, extrêmement formateur. Non, au contraire, je suis très... Bon, je n'ai pas eu le choix. J'avais de toute manière une passion pour ces cultures. Donc, je peux dire que j'ai eu une enfance, une adolescence heureuse de ce point de vue-là. Mais c'était véritablement un acquis, une formation intellectuelle fondamentale. Mais ça aurait pu se faire à propos d'un autre type d'apprentissage. Je voulais simplement dire avec cela que, au fond, d'une certaine manière, peu importe le stock de connaissances ou de savoirs à partir desquels on se forme de manière fondamentale. Bon, c'est mieux que ce soit des connaissances qui aient une pertinence immédiate pour le monde dans lequel on vit, bien sûr. Mais à l'époque où j'ai grandi, c'était quand même très valorisé encore ce genre d'apprentissage. Les choses ont rapidement changé après. Et l'essentiel, c'est comment on les apprend et quelle méthode intériorisée, quelle transformation profonde de l'être humain, du fonctionnement du cerveau, de la capacité à immédiatement voir ce qui est intéressant, pas intéressant, quelle hiérarchie on fait dans les données d'une situation que cela permet d'acquérir. Merci. Il y avait une deuxième question de monsieur. On va vous apporter le micro. Merci, Florent Verret, Les Échos. J'avais une question pour Stanislas Dehaene. Vous disiez les cerveaux doués n'existent pas. Alors, qu'est-ce que nous, on appelle cerveaux doués? Et est-ce que c'est des cerveaux qui ont été tout simplement plus entraînés? Et là, je reboucle avec peut-être le sujet de l'égalité des chances. C'est une question compliquée. Parce que, d'abord, vous vous rendez compte que c'est très difficile à étudier. On a mentionné d'ailleurs l'impact des inégalités sociales dans notre pays qui est considérable, qui commence extrêmement tôt, en fait, qui commence avant même la naissance, n'est-ce pas? Puisque le développement in utero va dépendre des conditions sociales. Donc vous imaginez qu'arriver à séparer les variables et à dire il y a une variable biologique qui fait qu'on est plus rapide ou pas, c'est très très difficile. Et tout ce qu'on sait, c'est que l'influence de l'éducation joue un rôle sans doute beaucoup plus considérable que des différences interindividus. Nous faisons tous partie de la même espèce. Alors nous ne sommes pas identiques, bien entendu. Je ne suis pas en train de nier qu'il existe des différences entre les personnes. Par exemple, vous avez mentionné Churchill. Churchill était dyslexique, en fait. C'est bien connu maintenant, et il l'a dit lui-même, et ça lui a causé d'énormes difficultés dans sa scolarité. Donc il existe des enfants qui ont des circuits cérébraux qui ne se sont pas développés normalement, et ça cause une dyslexie, une dyscalculie, etc. Dans le sens inverse,
des enfants qui sont particulièrement doués pour une direction particulière, en général, on pense plutôt que c'est une question d'attention, c'est-à-dire qu'ils prêtent attention à un domaine et ils font l'effort. Et ils reçoivent la stimulation de leur environnement pour apprendre. Par exemple, l'apprentissage de la musique, ça se comporte vraiment comme ça. On peut dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués pour la musique, mais si vous regardez les musiciens qui ont réussi, ce sont tous ceux qui ont eu très tôt dans l'enfance et de façon quotidienne des leçons de musique appropriées à leur niveau et qui ont pu aller le plus loin possible. Donc on a du mal à répondre à votre question. Moi je pense personnellement qu'il y a quand même des différences dans la vitesse d'apprentissage. Ça c'est assez clairement établi. Donc nous avons tous une enveloppe similaire d'apprentissage, mais on peut y arriver plus ou moins vite. Mais est-ce que c'est une variable strictement biologique avec des variations génétiques et des familles apprenantes plus vite? Je crois qu'on ne le sait pas pour l'instant et qu'on n'arrive pas à démêler les variables comme on le souhaiterait. Et peut-être c'est pas souhaitable. Enfin, le message positif, c'est nous sommes tous capables d'apprendre les fondamentaux. Je crois qu'on ne sait pas très bien ce que rajoute le grec ou le latin. Mais ce qui est fondamental, c'est que vous avez eu l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Parce qu'il faut quand même dire que notre école laisse de côté entre 10 et 20% d'enfants qui sortent sans savoir lire, écrire. Et aujourd'hui, ce pourcentage n'est pas en diminution du tout. Et vous avez appris suffisamment de mathématiques pour comprendre la ligne numérique, les fractions, les décimaux, les ordres de grandeur, les mesures, les graphiques, qui sont un point essentiel de notre culture actuellement. Tout ça, c'est acquis. Voilà. Malheureusement, on n'en est pas encore là, et tout ceci peut être acquis par tous. Voilà. C'est la conviction que nous avons. On ne peut pas laisser de côté, décrocher, par exemple, en disant les mathématiques, ça va s'arrêter vers la seconde ou la première. Pour certains d'entre vous, c'est pas la peine. Ça n'est pas vrai. Je crois que nous avons tous besoin de ce bagage que je viens d'esquisser de mathématiques. Et ça, tout le monde peut l'apprendre. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'élève qui serait suffisamment pas doué pour ne pas y arriver. Ça n'existe pas. Le mot de la fin peut-être pour Sébastien Massard. Oui, je voulais juste étendre la question que je trouvais intéressante en parlant de la main. En fait, je vais commencer volontairement mon exposé tout à l'heure en parlant de la main. Vous demandez le cerveau doué. Moi, j'ai envie de demander aussi la main douée, d'une certaine façon, parce qu'on a tendance à réduire le savoir en fait à la dimension purement comme ça cérébrale. Alors, là, je suis sous contrôle de 2 personnes extrêmement spécialistes du sujet. Néanmoins, j'ai une conviction que c'est en faisant qu'on apprend. Il y a beaucoup de choses que moi je voudrais pas ramener simplement au cerveau. Je le sais en tant qu'entrepreneur ou acteur d'une entreprise. Et je pense qu'on peut l'observer aussi dans la façon d'apprendre. On travaille avec, par exemple, l'Inde. On a des communautés indiennes qui apprennent très très vite par rapport aux nouvelles technologies. On a des gens dans la campagne indienne qui développent des drones de façon relativement autonome entre eux, en allant chercher des briques sur Internet. Maintenant, avec des agents conversationnels, ils peuvent faire des codes de façon relativement pertinente par rapport à des mini-drones qu'ils conçoivent en disant programme-moi le contrôle-commande par rapport à tel moteur, etc. Ils arrivent à le monter et d'une certaine façon, je veux dire, il y a une intelligence là-dedans qui est extrêmement puissante et prometteuse. Et pour revenir, parce que pour moi, le titre de la session là, est extrêmement important, c'est comment apprenons-nous par rapport à ces enjeux de mobilité sociale, etc. Et donc c'est en faisant la nouvelle opportunité qu'on a, c'est de confronter beaucoup plus de personnes à la capacité de faire et donc d'apprendre en faisant, comme il y a 5 siècles, avec l'invention du livre et la capacité de reproduire la connaissance par écrit, on a ouvert la politique, la science, etc. moderne, parce que d'un seul coup, chacun pouvait se forger une opinion. Ça a pris des années et des siècles pour alphabétiser, mais d'une certaine façon, c'est de cet ordre-là, on va devenir plus intelligent, probablement en ayant des capacités d'action et donc d'apprendre collectivement par l'action. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ces précisions. Merci infiniment. Merci Madame Cantos-Perber, Messieurs Dehaene et Massard. Et nous allons passer à la table ronde suivante. J'invite Madame Carole Grandjean, Stéphane Carcillo, Pierre Dubuc et Jean-Pierre Fine à venir nous rejoindre sur la scène pour cette deuxième table ronde.